doit comprendre que c'est des facteurs qui vont sûrement éventuellement influencer la communication. Il y a aussi les attitudes qui sont essentielles pour la communication. Vous avez toutes les attitudes, page 7 et page 8 de votre cahier Chanelière. On les a toutes vues. Tu les avais toutes vues sur Oui, le oui. Fait que si je vous demande de me résumer... Oh non, on va aller ailleurs. Pour vrai? Oui. Fait que tu as tout fait résumer Oui, les attitudes. on a ça va résumé bien? abondamment, oui. OK. Fait que ça va être encore plus facile d'abord pour ma petite activité. Je veux juste te parler des attitudes, mais il faut que je parle au moins mon petit paragraphe pour faire Parfait, mon entrée en matière. Parfait. Jessie, veux-tu nous lire le premier paragraphe? Si c'est trop petit, tu t'approches, il n'y a pas de problème. Toutes ces attitudes démontrent le professionnalisme de l'infirmière vulgaire. Il est important que l'infirmière vulgaire travaille à développer les attitudes qu'elle n'a pas naturellement. Elle peut y arriver avec de la formation ou de l'expérience. Plus l'infirmière vulgaire sera en contact avec les clients, plus elle développera sa capacité à communiquer efficacement. Merci. Là, je vais juste aller ici parce que sinon je ne serais pas capable. Fait que là, vous avez vu toutes les attitudes que vous avez besoin pour interagir. Moi, j'ai trouvé un petit article. Puis, j'aimerais ça qu'on en fasse la lecture parce que, oui, je comprends que l'article que je vous ai trouvé, ça inclut un peu d'éthique. Puis je m'en vais pas dans l'éthique, je m'en vais pas dans les plates-bandes de Mme Ouellette. Mais, dans cet article-là, j'aimerais ça qu'on analyse notre travail de communication comme infirmière auxiliaire dans ce type de problématique-là. Donc, le titre, c'est Témoin de Jéhovah, une ado de 14 ans forcée de recevoir une transfusion. OK. On va piger un petit nom. Mylène. Veux-tu commencer? Tu peux t'approcher si tu Tu as le droit veux. de dire non si tu veux. Ouais, Là. non, c'est correct. Tu peux t'approcher parce que c'est pas nécessairement super gros. Je pense que ça va peut-être même mieux aller. On peut peut-être zoomer. Aller sur les trois petits points. Hein? Ici? Ici? Puis là, tu fais zoom. Zoom, zoom. Ah, c'est magnifique! Hey, j'aime ça, tout le monde m'aide aujourd'hui. Là, est-ce que c'est mieux? Ben, ça peut-être. Hey! En gang, là, on va en venir à bout. Donc, commence s'il te plaît. Je te demande de faire la lecture des 3 premiers paragraphes. Parfait. Un juge a autorisé un hôpital montréalais à effectuer des transfusions de sang dans le cadre des traitements prodigués à une adolescente de 14 ans adepte, des témoins de Jéhovah atteints d'un cancer malgré son refus et quitte en mourir. OK. En autorisant les transfusions, le tribunal a souligné qu'il est conforme à la loi de vouloir protéger les enfants, parfois contre eux-mêmes, lorsque leurs décisions peuvent s'avérer fatales. Dans cette affaire, la jeune fille avait soufflé ses 14 bougies 3 mois auparavant. Elle rêvait de devenir professeure de musique. Le juge jura pas. Ça ressemble à Luca Granozic. De la Cour supérieure l'a décrit dans la décision rendue début septembre comme une grande fille brillante et artistique qui réussit très bien à l'école et présente une maturité supérieure à son âge biologique au niveau de son comportement. Merci. Merci, Sarah. À partir de mai en juin 2017, Amélie Perrault. Merci.
transfusion, la mort ou des dommages neurologiques irréversibles sont probables en cas d'hémorragie. Note sombre. Or, suivant les prescriptions de la religion, l'adolescente ne peut accepter de telles transfusions. Elle exprime alors clairement son refus et demande que ses choix et son autonomie soient respectés. Ma première question. Vous êtes infirmière auxiliaire, c'est votre patiente. Vous savez que si elle n'accepte pas les transfusions, elle risque de décéder. Par contre, elle a 14 ans. En théorie, à 14 ans, on est apte à faire nos propres choix. C'est sûr que vos valeurs vont venir peut-être interférer. Comment vous vous sentiriez dans une situation comme ça, que vous le savez que si vous ne la traitez pas, il y a un risque qu'elle décède, et ce, à cause de ses convictions religieuses. Comment vous vous sentez? Comment vous pensez que vous allez être en mesure de bien communiquer puis de vous occuper d'elle le plus professionnellement possible? Oui, Mégane. Ben, tu parles calmement, puis tu essaies de expliquer les conséquences de ses choix si jamais on ne veut pas se faire transfuser du sang, puis qu'est-ce que ça va impliquer qu'elle refuse. Puis, rendu là, tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire ça. Tu vas prendre la décision, mais tu l'informes de ses droits, de tout ce qu'elle peut faire. Si elle ne fait pas, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu reviens à la charge souvent? Ben, tu lui expliques, mais à un moment donné, tu peux pas la harceler non plus. Fait que, tu lui expliques une fois, après ça, tu reviens avec une deuxième fois, puis là, à un moment donné, ça dit non encore la deuxième fois, ben là, c'est pareil. Tu peux pas la forcer non plus. Raphaël? Ben, je m'assurerais qu'elle comprend vraiment tous les enjeux de sa décision, mais si c'est vraiment ses croyances, puis que c'est dur comme faire, je pourrais pas faire autre chose que de l'appuyer. C'est sûr, j'y redemanderais une fois de temps en temps, c'est sûr, mais il y a certains aspects de ma vie qui font que je la comprends. Fait que je l'appuie. Moi, je serais comme mélangée un peu. Là. Je me sentirais pas nécessairement bien. OK. Parce que je me dirais, au fond, moi, je veux comme, tu sais, 14 ans, je veux qu'elle vive encore. Puis surtout que dans le texte, ils disent qu'elle avait des buts, elle voulait devenir prof, elle avait des ambitions comme, qu'elle voulait aller loin, puis tout. Puis je me dis, sans porter de jugement, je me dis, c'est pas, on peut pas enlever le droit à cette personne-là de vivre ce qu'elle a à vivre par rapport à des choses comme, mettons, la transfusion de sang, mais en même temps, moi, je peux pas arriver et dire, ben là, t'as pas le choix. Tu sais, j'essaierais, comme dire, parler de ses buts, de dire, regarde, le début, je sais que dans tes croyances, c'est pas quelque chose qui est comme envisageable, mais, tu sais, ça sera pas quand même la dernière à le faire non plus, puis, ben, je serais pas prêt à, comme, à y faire voir le positif, du moins essayer, parce qu'on peut pas non plus, comme Mégane dit, comme Ralph dit, si sa décision est prise, on peut pas la forcer. Fait que c'est peut-être pour ça que le juge est rentré en compte là-dedans. Amélie? Mais en même temps, il y a une loi qui dit que toute personne a le droit à un refus d'actes médicaux. Dans le fond, on dirait que j'insisterais, oui, une fois. Mais en même temps, j'ai un meilleur ami qui est témoin de Jéhovah, puis jamais, comme, tu vas te faire changer d'idée. Ils sont tellement dans leur religion, puis c'est ça leur vie, que même si la vie est en dépend, c'est ça. Fait que c'est pas sûr qu'elle a les soins qu'elle peut avoir, puis qu'elle est avec elle jusqu'à la fin aussi. Pensez-vous que votre communication peut être teintée parce que vous devez être d'accord nécessairement? T'essayes de respecter, tu sais, j'entends que j'essaierais de respecter. Est-ce qu'on serait capable d'y arriver? Ben, tu sais, c'est sûr, je suis dans le cours d'éthique, mais je veux dire, les droits de la personne, à un moment donné, ça rentre là-dedans. Je comprends même pas qu'il ait autorisé, surtout un juge, tu sais. Je me demanderais quel motif il le fait. Parce que elle est libre de sa personne, puis elle voudrait refuser. Je suis d'accord, mais si tu mets toute ton opinion de côté, elle a ces droits-là. Lana, est-ce quelque chose que tu voulais ajouter? Non? Ben, savez-vous pourquoi qu'ils ont. On
l'article n'est pas terminé. OK. Ça, c'est la première partie. Parce que moi, je vous fais mijoter puis je vous fais parler, mais sur les deux parties de l'article. Parce que là, d'abord, c'est qu'on comprend qu'elle refuse. Fait que moi, comme infirmière auxiliaire, face à un refus, sachant très bien qu'une transfusion peut la sauver, comment je me sens face à cette situation-là? Est-ce que je me sens impuissante? Est-ce que j'ai des barrières qui font comme, mais mon Dieu Seigneur, ça va tellement à l'encontre de mes convictions profondes? C'est sûr qu'on se pose davantage de questions. Oui, Chloé? Mais tu sais, en même temps, peut-être que l'adolescente là-dedans, elle veut avoir la transfusion, mais c'est ses parents qui veulent pas. Ah, fait que toi, tu penses que peut-être qu'elle essaie de ne pas déclarer à ses parents? Fait que toi, tu vois cet aspect-là comme ça? Oui, Raphaël? Ben moi, c'est. On n'aurait pas dit en tant qu'infirmière auxiliaire, mais on dirait que dans les situations de même, j'aimerais genre je vois plus loin, puis je me vois en tant que personne. Je voudrais que mes choix soient respectés, puis qu'on me parle comme. qu'on me respecte, là. Même si tes choix peuvent mener à ton décès. Ben oui, parce que justement, j'ai un choix que j'ai fait dans ma vie qui va probablement mener à mon décès un jour. C'est ça. Moi, dans le fond, j'ai quelque chose là-dedans qui me perturbe. Puis, tu sais, c'est un petit peu contradictoire avec ce que je disais avant. Ben, un peu. on est des personnes, Mais je des me êtres de demande- contradiction, fait que c'est correct. Je me demande pourquoi quelqu'un qui demande l'aide à mourir pourrait avoir son mot à dire, mais qu'elle, mettons, tu sais, la personne est tannée, elle est à bout, elle veut mourir. Ok, il y a des raisons plus comme. Mais qu'elle qui a des circonstances autres qu'elle ne peut pas accepter, nécessairement, parce qu'on s'entend que, comme dans la situation de vous, sa famille l'a carrément renié, et tout, fait que je peux, tu sais, comme on l'a dit, c'est comme ils sont dedans, puis ils savent aussi les enjeux que s'ils font des choix qui est contre la religion, ben, ils savent au niveau familial que ça peut aussi. Je me demanderais pourquoi que justement, elle peut pas, juste le fait de dire non, elle peut pas se faire respecter, c'est la même chose un peu, elle veut quelque chose, comme la personne qui veut mourir. On va voir ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Est-ce qu'on veut voir la suite? Oui. Oh! Donc, Amélie Paris. Oui, attends une minute. Zara, ça donne-tu bien? T'es juste là. Fait que tu commences juste ici. OK? Tu me lis jusque-là, s'il te plaît. Elle est témoin de Jéhovah comme ses parents. Elle prêche depuis qu'elle a 9 ans et elle a été baptisée à l'âge de 12 ans de sa propre initiative et à l'insu de ses parents. Peux-tu parler juste un petit peu plus fort? C'est une belle voix, mais elle porte pas encore assez. Elle a apporté dans le jugement. Le Centre universitaire de santé de Lille a donc demandé au tribunal l'autorisation de procéder aux transfusions sans son consentement. Et ces questions datent sur la maturité de la jeune fille et prétend aussi que son consentement est vicié, car elle subit des pressions de ses parents. Selon la loi, un mineur de plus de 14 ans peut refuser certains soins. L'autorisation du tribunal est donc nécessaire si ses parents ou un hôpital veulent les administrer. Dans son cas, l'hémato-oncologue qui la traite juge que son pronostic est excellent et avoisine le 97% de guérison et les 85% de guérison sans aucune récidive ni rechute. Elle peut utiliser les autres traitements possibles et de n'avoir recours à une transfusion que si la vie de l'adolescente est menacée. Merci. Caroline CP. Tu vois ça assez bien, sinon tu t'approches. On commence. Le juge est dans une situation. Le juge est dans cette situation et doit respecter plusieurs principes. D'un côté, l'autonomie de la jeune fille et son droit à l'intégrité physique, mais de l'autre, l'obligation légale de trancher le litige dans le meilleur intérêt de l'enfant. Il se doit d'évaluer la maturité de l'adolescent qui refuse les soins. Est-ce que je continue? Encore un peu. Le juge analyse ainsi la position de l'adolescente. Il conclut qu'en même temps qu'elle parle de son désir de vivre et de ses rêves,
Elle parle de la mort de façon désincarnée, sans émotion et presque avec résignation, avec un langage qui devient automatique et machinal, tel un robot. X, l'adolescente, insiste pour que sa volonté soit prise en compte, quitte à en mourir. Peut-on lire dans l'addition du juge Granowski? Merci. On poursuit avec Jessica. C'est vous, Malgré son insistance, c'est là qu'on est rendu. Malgré ton insistance et son désir clairement exprimé, le juge tranche en faveur des soins requis. La nécessité d'une transfusion sanguine est envisagée pour sauver la vie de X ou éviter des dommages permanents à son intégrité physique. Le tribunal ne peut s'empêcher de noter le curieux détachement de X face à la mort qui indique une certaine compréhension du dispositif. Juxtaposé à sa joie et sa fierté exprimée, lorsqu'elle parle de sa vie actuelle et de son avenir, le tribunal est d'avis que sa maturité en ce qui concerne la représentation et la compréhension de l'abstrait n'est pas totalement acquise. Poursuit le juge. Bref, son intérêt exige avant tout la protection de sa vie, écrit-il. Le CUSM a ainsi été autorisé pour une durée d'1 mois à administrer des transfusions sanguines à la jeune fille si elles sont nécessaires. Je continue. Ouais, termine, parce qu'après ça, c'est la fin de l'article. Il te reste un paragraphe. La Cour suprême s'est penchée à de nombreuses reprises sur le droit des témoins de Jéhovah et de refuser les transfusions sanguines. En ce qui concerne les adolescents, l'arrêt clé provient du Manitoba en date de 2009. Dans une décision partagée de 6 contre 1, la Cour suprême a tranché qu'une personne mineure, dans ce cas une adolescente de 14 ans également, devrait avoir la possibilité de prendre des décisions de nature médicale, mais que le tribunal doit avoir le pouvoir d'intervenir lorsqu'une vie humaine est en danger. Donc là, on a commencé avec la personne qui nous disait non, mon consentement est libre et éclairé, je refuse ce soin, quitte à mettre ma vie en péril. Et là, le juge vient dire, je comprends, mais à mon avis, tu ne décides pas tant que ça pour toi en ce moment. Donc là, vous vous retrouvez dans une unité de soins où est-ce qu'une ordonnance de la Cour va selon les principes de bon vouloir de votre patient. Comment on se sent de devoir effectuer, comme infirmière auxiliaire, des soins qui contreviennent un peu au désir de la personne, mais qui respectent une ordonnance de cour. Là, on s'entend que la jeune fille, elle a 14 ans, donc il faut aussi interagir et communiquer avec sa famille. Le contexte commence à être un petit peu plus problématique. Comment qu'on se sent face à nos valeurs, à nos convictions, dans ce genre de situation-là? Marie-Pierre. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans le fond, elle a un peu eu un brainwash de genre sa religion puis de ses parents. Là. Fait que dans le fond, c'est comme. Ça disait qu'elle disait des phrases, mais comme robotiques, comme si elle avait appris comme par cœur c'est quoi les règles de sa religion. Fait que je trouve que ça a comme nuit à sa décision là, qui est supposée d'être Fait que sa décision qu'elle disait pleinement éclairée, toi, tu as l'impression qu'elle l'était pas tant que à ça. cause de sa religion. Fait que je trouve que c'est bien que le juge ait remarqué ce point-là, puis que dans le fond, je pense pas qu'il va regretter d'avoir survécu à fin du compte quand elle va être peut-être plus vieille et tout, puis fait que dans le fond, je me sentirais bien de prodiguer les soins de la côté. Raphaël? Mais moi, pour ça, je suis pas nécessairement d'accord. C'est pas nécessairement brainwash. C'est plus que quand tu parles détaché, c'est quelque chose que nécessairement. Tu veux pas nécessairement qui arrive, mais comme. Vu que ça va à l'encontre de tes valeurs, tu fais comme si c'était pas de toi que ça allait arriver. Comme moi, je fais ça des fois là, quand je parle de quelque chose, puis que ça m'atteint, je fais comme si c'était juste autre chose. Je parle comme si c'était rien d'important, comme un robot. Là. Je dis comme si j'avais pas de sentiments pour pas que ça m'atteigne. C'était une barrière, puis c'est un peu ça qu'elle faisait parce qu'au fond, elle veut pas mourir dans le fond d'elle. C'est juste que ça va contre ses valeurs, fait que elle sait plus qu'elle va être en premier. Oui. J'ai une question. Moi, je pense, dans le fond, la façon qu'ils ont procédé. Mettons, la personne, il faut qu'il respecte ses valeurs
de religion ou autre, mais vu qu'il l'a comme jugé pas apte à décider pour elle, même si elle avait 14 ans, ben il y a quelque chose d'autre qui dit que la personne qui est censée être en charge de toi, elle doit prendre les meilleures décisions dans ton intérêt pour ta vie. T'sais. Fait une, à un moment donné, prévaut sur l'autre, surtout s'ils disent qu'elle n'est pas apte à décider pour elle. Mais je veux dire, t'appliques ça, c'est pas là pour rien, les droits de la personne, ça a été établi pour quelque chose. Puis on serait à l'aise d'aller brancher la transfusion pendant que j'avais ben, à l'aise. En tout cas, c'est vraiment des situations. je veux juste te dire, moi j'ai refusé tout ça. Vous m'obligez. Mais nous, notre travail, c'est on n'a pas le choix d'exécuter ce qu'on nous dit. C'est la cour Ben, en plus. c'est à ce moment-là que tu es un peu plus. Mais vous comprenez que ça, c'est quelque chose. Quand on va amorcer les soins, pensez-vous que la famille et la patiente vont rester sans rien dire? Mais justement, c'était de là mon questionnement. Est-ce que, vu qu'elle a 80 ans, je peux demander, pendant que je prodigue les soins, aux parents de sortir de la chambre? Non, parce que c'est sûr que non. Ils ont dit qu'elle n'était pas apte comme une 14 ans pour décider pour elle. Non, elle n'est pas apte, mais à décider pour elle-même. Sauf que rendu là, ça a été décidé déjà. Fait est-ce que moi, je peux décider de demander aux parents de quitter la chambre pour pendant le moment que je fais la transfusion de sang, puis que tu sais, je parle à l'enfant, puis à la deuxième puis je lui dis, tu sais, inquiète-toi pas, c'est pour ton mieux, c'est pour. Oui, en ce moment, tu le vois pas comme ça, mais tu sais, essayer de la rassurer aussi, sans qu'il y ait ses parents, du sens qu'elle sait qu'elle a comme une pression face à ses parents en quelque sorte. Fait que, moi, j'aurais voulu comme enlever cette pression-là, puis parler genre, moi à elle vraiment, sans nécessairement, je sais pas comment dire, pas nécessairement dire, ok, regarde, t'as pas le droit, tu le fais, nanana. Je comprendrais aussi, je dirais, je comprends que c'est pas ça que tu voulais, ou bien, tu sais, je me mettrais dans sa peau aussi, puis essayer de voir la part des choses des deux côtés, si je peux dire ça de même, mais le fait que ses parents soient là, j'ai comme l'impression que ça me donnerait pas la tranquillité, mais du stress supplémentaire, puis je me dirais, que si elle veut me faire confiance, le fait que ses parents soient là, si elle voulait me dire, ok, oui, moi, inquiète-toi pas, si je voulais, mais je n'osais pas parce que mes parents sont là, ben là, déjà en partant, fait qu'il soit parti, ça lui ouvre une porte de me faire un lien de confiance, puis la rassurer, puis lui dire, ok, regarde, on va y aller comme ça, puis s'il y a des choses, je suis là, puis. Tu as le droit de demander, les parents ne fallait pas aussi de refuser la chambre parce que, par exemple, ils veulent être sûrs que tout va être fait dans les règles de l'art. Donc ça, c'est sûr que c'est pas une décision que je prendrais nécessairement moi toute seule dans mon Non, je prendrais la vie. Il faudrait parler avec l'équipe, il faudrait parler avec notre assistant, il faudrait parler avec notre chef d'unité. On pourrait même parler avec le médecin pour voir qu'est-ce qui est possible de faire quand on sera rendu à cette étape-là. Parce que le but, c'est quand même d'essayer de rendre la personne à l'aise, puis malgré le fait que l'ordonnance de cours m'oblige à faire quelque chose, on veut rester le plus professionnel possible, on veut que ça se passe le mieux possible, on veut que ce soit fait avec le moins de traumatisme possible, si on peut le dire. Un peu, t'imagines les parents, ils savent que justement, c'est pas censé arriver. Toi, là, tu mets la tension, le parent, il décide de te sauter dessus, là. Toi, tu y mets la tension. Je vois loin, là. Mais tu comprends, tu sais pas. C'est pour ça qu'on a aussi des agents de sécurité qui vont nous aider quand il y a des situations. Ben, il y a rien qui qui sont va. un peu hors de dessus avant notre que les contrôle. agents arrivent. On s'entend que probablement que si on dénote qu'il y a vraiment un danger d'atteinte à ma propre sécurité, ben avant d'annoncer le traitement, il va falloir que j'aille chercher des moyens pour éviter que ma situation ou que ma sécurité soit compromise. Parce qu'on s'entend que ça nous a été imposé. Mais ça, on ne sait pas, là, ça ne nous dit pas est-ce que les parents sont agressifs ou avec l'ordonnance de cours, ils vont faire la garde, j'ai plus le choix. Ça ne veut pas dire nécessairement que les parents vont avoir une mauvaise attitude, mais tout est possible. Si moindrement on pense qu'il pourrait avoir un risque pour notre sécurité, ben on peut demander des agents de sécurité, on peut demander des préposés, on peut demander d'avoir un peu plus de gens qui vont nous accompagner dans la chambre au moment. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il va falloir qu'on parle avec les parents, qu'on essaye de faire passer la pilule le mieux possible. Mais encore là, l'ordonnance de cours nous dit que tu sois prêt ou pas, rendu à un certain point, on n'aura pas le choix, puis on a le droit de le faire pour toute la durée du mois. Mais c'est sûr que c'est pas des situations qui sont évidentes à gérer parce que tu dis ça va complètement à l'encontre de leurs valeurs. La cour me dit mets les valeurs de côté, puis pour son bien-être, puis sa sécurité, tu dois l'effectuer. Dieu merci, c'est pas des situations qui arrivent très fréquemment,
Par contre, c'est bien de se questionner à savoir, mais comment moi je me sentirais ou qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation-là. Vous l'avez entendu, il est arrivé un cas avec une jeune femme enceinte qui a accouché, qui avait besoin de transfusion, qui l'a refusé. Malheureusement, elle en est décédée, puis maintenant son fils est quand même orphelin. Et c'est sûr que de plus en plus, la Cour se penche sur les problématiques reliées à la religion, aux convictions religieuses, parce que c'est plate de savoir qu'il y a un petit garçon qui va grandir sans sa maman, qu'on aurait pu la sauver avec un traitement qu'on a, qui est très simple, qui est très de base, puis qu'elle, malgré ses convictions, elle a refusé ça. C'est un peu plate, mais encore là, la loi n'est pas encore faite pour qu'on puisse décider à la place des autres, parce qu'on a toujours la loi qui nous dit qu'on a le droit à notre consentement libre et clair. Puis qu'à ce moment-là, tu peux choisir pas mal beaucoup de choses pour toi-même, même si ça va à l'encontre des valeurs des autres personnes. Oui, Raphaël. Ben, tu sais, on parle pas vraiment de la position des parents dans l'article, mais moi, avant même de demander aux parents de sortir, je demanderais à la fille ce qu'elle veut, parce que moi, dans un moment de même, que mes parents sont d'accord avec moi ou pas, c'est eux que je voudrais qu'ils soient à côté de moi. Fait que je demanderais à la fille son avis en premier. Puis souvent, si les parents sont pas d'accord avec trop grande histoire, ils se contrôlent pas d'eux-mêmes. C'est ça. Merci. Oui, Nana. Mettons, j'aurais quelque chose de gros, là. Mettons, il arrive un gros accident, il arrive aux urgences, un témoin de Jéhovah, on ne sait pas qui est témoin de Jéhovah, puis on met tout de suite la permission. Parce qu'il manque des gens dans le besoin. Fait que là... À l'impossible, nul n'est tenu. Si je ne détiens pas cette information-là, le médecin a comme obligation première de sauver la vie des gens. Si je n'ai pas l'information concernant la religion et que le médecin prend la décision de transfuser ou de poser des actes que la personne aurait peut-être refusé si elle était consciente, mais là, elle est inconsciente. Mon rôle de médecin, le rôle de mon médecin, c'est de sauver la vie de la personne. Même si elle se plaint après, il y a des lois qui protègent les médecins parce qu'on n'avait pas toutes les connaissances reliées au contexte. Donc, à ce moment-là, le patient ne pourrait pas nécessairement revenir parce que c'est une situation d'urgence. Il y avait un risque pour la vie et lui, dans le cadre de son travail, il doit sauver des vies. Il est inconscient aussi. La personne, justement, est inconsciente, elle ne peut pas décider pour elle-même. Fait que dans ce cas-là, on sauve tout le monde. Quand on ne sait pas, on sauve tout le monde. Puis on va être protégé après ça avec d'autres voix qui vont dire, ben, regarde, on est désolé, mais dans ce cas-là, on a préféré te sauver la vie que d'attendre d'avoir la vie de quelqu'un qui aurait peut-être fait que je ne t'aurais pas ramené. OK? Mais c'est sûr que ça nous pose beaucoup de questionnements, ce genre de situation-là, parce que ça va venir heurter vos valeurs à vous. Par exemple, au niveau de la religion, ce n'est pas vos valeurs profondes à vous. Fait que c'est sûr que ça va venir heurter vos valeurs. Puis dans ce cas-là, ben, c'est d'essayer de prendre tout le contexte en compte, puis d'y aller pour que ce soit le mieux pour le patient lui-même. OK? Nous autres, on ne pense pas. Essayez de mettre vos valeurs personnelles de côté, puis mettez toute la place pour le patient. Ça va pour ça? Des cas comme ça, on en entend parler une fois de temps en temps aux nouvelles. C'est bon, des fois, de se questionner à savoir, moi, là, si j'avais été son infirmière, j'aurais réagi comment? Parce que ça va faire partie de votre quotidien. Fait que quand vous voyez des cas passer comme ça dans les nouvelles, questionnez-vous. Essayez de vous demander, mais moi, je serais quoi dans cette situation-là? Est-ce que je serais capable de rester professionnelle jusqu'au bout des doigts ou j'aurais des difficultés? On est rendu à la petite activité de la page 9. Tu ne l'avais pas faite, non. Ça? Moi, je valide. Donc, on a une petite activité à la page 9. C'est un mot croisé. Donc, vous avez des définitions pour les mots horizontales et verticales. Je vous donne à peu près 5 minutes. Essayez de faire le mot croisé. Je vous donne les réponses ensuite. Puis on va poursuivre dans les habiletés puis les valeurs. On en a quand même parlé, mais on va compléter tantôt avec habiletés et valeurs avant la fin du cours. Donc, 5 petites minutes. J'arrête de filmer, je continue de filmer. Oui, OK. Je fais de la classe. Merci, caméraman. De temps en temps, on voit mon gros doigt. Je ne pense pas que c'est là.
Mais sinon, ça va. Déjà, Elle me rappelle, ça filme pas, faut peser sur le Ah oui, bouton, au tu sais. début, une chance là parce que sinon, t'aurais pas été filmé pendant tout. Une chance, c'est un travail d'équipe. teamwork, on C'est de la aime nouvelle ça. plastine, et moi, elle va bien. Vous l'avez déjà Oui, fait? elle reste pas assez trop, là. Non. On avait un petit jeu super le fun. Je l'ai acheté au dollar en fin de semaine, mais j'ai pas trouvé le spinner à 2. Parce qu'en stand, il y a une collègue dans l'autre Oui, puis il y a deux volets, puis multicolore, tu sais, contrairement au mien qui en a 3. Puis j'ai voulu l'acheter comme 3-4, tu n'avais plus. Il y avait de la plastine, fait que j'ai sauté dessus. Ça passe, ma belle chérie? Oui. La marque, c'est bien. Demain matin, mettons, 7h45. Même moins 10, c'est une couple de questions, puis ça va être ça. Bon, oui, à ce moment, j'arrive tout près d'avant. Si la porte de classe n'est pas débarrée, je peux déjà en classe, bien me chercher dans la salle des trucs, mais je m'en vais à 7 heures, puis ça va être ça. Va bien? Ah, c'est une merde là-dedans. Ben, voyons donc. C'est elle avec beaucoup d'amour pour elle-même? Oui. On dit tu manques de compétences là-dedans? Je suis très compétente dans ce domaine de Essaye. mots croisés. Vas-y au hasard. On m'a écrit l'alphabet là-dedans. C'est en lien avec les attitudes qu'on aime. Je sais, mais... Vous avez le droit d'être en équipe si vous voulez, là. Les gars, je trouve pour mes recettes, c'est con. Ils sont tellement habitués de les faire tout seuls qu'ils n'ont même pas. Communication, oui. Oui. Non, c'était l'autre, c'est compétence. Puis si tu veux une réponse à la fois, c'est le petit vert. Là, tu cliques sur le carré, puis là, ça va apparaître. Sur la flèche. Oui, la flèche ou un des carrés. Ça marche pas. Ah non? Oh. Veux-tu du papier liquide? Je l'écoute pas. Du ruban correcteur. Tu sais, qu'est-ce qui est béni en cette fois, là? Ben, peut-être ta langue que je connais pas mieux, mais je pense que c'est rare un mot qui commence par où à trouver. Ami. Tu me donnerais-tu le ruban correcteur sur mon chariot, s'il te plaît? Je vais changer des petits trucs. C'est pas ça. Non, regarde-moi. Ou le brassard du syndicat. Et là, il est rose. Ah, c'est pas parce qu'il était pas visible. Non. C'est mes yeux d'homme ce matin. C'est correct. Mais je suis pour cette fois-ci. Oui. OK. Parce que oui, c'est correct. Bon temps. Je vais le rajouter dans les commentaires. Je donne une coupe de pouce à ma poche. Ben oui. Pour le retour. C'est déjà de le demander, ça devient difficile. C'est correct. Quand il y avait plus de personnes, fait que j'apprécie. C'est quoi les réponses à quelque chose? Ben oui, elle va les projeter. Je suis toute prête, là. Moi aussi, je suis prête. C'est pas mon possible. C'est ce qui compte. Le 4, c'est président. Ben oui, j'avais trouvé. Le 7 est contre. Tout ça, oui. C'est le cours sur lequel on ne va pas répéter. Celui qui avait manqué, on a...
Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut? Avec des lettres, Que j'avais fait pour rien, je pense que je l'ai pas lu. Ben, en fait, on s'est accompagnés. Il y a eu beaucoup de confidences. Ils nous ont fait confiance. C'était magique, c'était beau, là. Ah, j'étais pas dans une situation où je faisais Non, c'est ce qu'on me dit. Fait que je suis contente que tu ne sois pas Ouais, comme c'est ça. ça. Comme ma meilleure amie depuis que je suis en secondaire 3, fait que son papa, c'était comme mon deuxième papa. J'imagine que vous avez pas mal fait le tour parce que ça commence à jaser. Fait que j'imagine que ça a bien été. La rétention de liquide foncé. Fait que si vous voulez bien, je vais reprendre toute votre attention. Je vous ai projeté le corrigé. Donc, si on commence pour le numéro 2, l'élément qui faisant partie du processus de communication, Jessie. Émetteur. Oh, attends. Ben voyons. Oh, bon, ouais. J'ai essayé de le faire un après l'autre. J'ai cliqué réponse une à une. C'est vraiment bizarre. En tout cas, donc, c'était l'émetteur. J'ai essayé de vous les mettre une à une, mais ça n'a pas fonctionné. C'est ce qu'on vient de comprendre. Le numéro 5, on va faire horizontalement. Donc, le numéro 5. L'attitude favorable à la communication. Vous devriez avoir trouvé respect. Au numéro 7, l'attitude qui démontre la fiabilité. Qu'est-ce que vous aviez mis? Congruence. Ah, c'est ça que Si vous aviez rien mis, c'est congruence. Le numéro 8, le facteur lié à la personne qui influe sur la communication, c'est l'âge. Numéro 9, le facteur lié au contexte qui influe sur la communication, on avait ambiance. Verticalement, numéro 1, donc démonstration des attitudes essentielles à la communication, on avait professionnalisme. Numéro 3, l'outil essentiel pour l'infirmière auxiliaire. La communication. On a quand même fait 45 heures sur la communication. J'espère que celui-là est arrivé un petit peu plus seul. Numéro 4, attitude qui rassure le client et qui met en confiance. C'est la présence. Et numéro 6, l'attitude qui est favorable à la communication, on a la courtoisie. Parfait. Merci. Vous avez ensuite en bas, juste de votre petite activité, vos habiletés essentielles à la communication. Donc, on dit pour bien communiquer, demande aussi des habiletés que l'infirmière auxiliaire va apprendre à mesure qu'elle développera les attitudes essentielles. Et quelles sont-elles, ces habiletés? Charisse. Je vais les laisser sur mon cahier. Oui. L'habileté à établir le contact. Oui. L'habileté à observer et à interpréter les messages verbaux et les messages non-verbaux. L'habileté à écouter et à communiquer de valeur verbale et non-verbale. Parfait. Là, je vais vous montrer une petite vidéo. Je ne suis pas capable de fermer mon affaire. Là, c'est aïe. Je viens de pogner tout un petit choc électrique. Je me passerai peut-être pas au complet. On dirait où la vidéo? Oui, mais parce que je l'avais ouverte ce matin. Je croyais que ça avait bien enregistré, mais apparemment non. Attendez, je vais aller la rechercher. Je la trouvais bien fun pour vous autres. Je vais avoir votre avis après ça sur la communication de l'infirmière
Mais vous voulez pas la remettre après, hein? Non, vous inquiétez pas, je la remettrai. Ça je tombe quand même de temps en temps. Oui, mais c'est aussi pour ça que vous êtes là, hein. On est d'accord. Donc là, je la baisse parce que comme ça, c'est plus pratique pour moi. D'accord, pour prendre votre tension. Puis comme ça ne met pas d'argent non plus entre nous. D'accord. Allez, on y va, on prend la tension. Merci. Donc, vous n'êtes pas dans notre matin, c'est ça? Oui. Ah, vous savez bien faire. C'est vrai? Oui. Bon, ça vous savez bien mettre tout ça. C'est un petit peu mon métier, donc j'espère en effet que je sais le mettre. Oui, mais être soignante, quand elle s'entraîne, c'est pas le mettre. Hein. C'est vrai? Oui. Alors, tu vas le mettre? Non. Il faudrait qu'elle nous demande et puis nous l'explique. Oui, j'aimerais bien parce que bien qu'elle s'entraîne, mais voilà. Ah, elle s'entraîne en fait sur vous, c'est ce qu'elle vous dit? Oui, c'est pour s'entraîner, mais si elle n'y arrive pas, vous savez, ça m'inquiète un peu quand même. Bah, après, je me doute que ça doit vous inquiéter si elle n'y arrive pas trop. Maintenant, après, c'est juste une technique à avoir et puis après, elle arrivera mieux. Oui. Je donne vos médicaments. Hein. D'accord. Pour aller prendre après manger. Alors, le mieux pour celui-ci, c'est de le prendre au milieu du repas. D'accord? Celui-là, vous prenez au début du repas et celui-là, je sais pas, il n'y a pas d'importance. Mais maintenant, c'est vrai que c'est mieux quand même de les prendre avec le repas. D'accord? Par rapport aux effets, ça peut vous allumer le tube digestif. D'accord? Donc après, ça va vous gêner. Donc vous le prenez bien avec de l'eau et comme ça passera mieux. D'accord? Oui. Donc on y va pour l'attention? Oui. Vous me dites le chiffre après? Oui, je te dis le chiffre, bien sûr. Oui, parce que quand la tunnelle me prend, elle me dit pas le chiffre, vous savez, ça m'inquiète aussi ça. D'accord. On va pas passer le temps de la demander, le temps que l'attention elle prenne, et puis après vous allez m'expliquer tout ça. Hein. Voilà. Donc là, vous avez un petit 14,7. Donc c'est bien, vous avez une bonne tension. D'accord. Vous dites à les filles qu'elles soient bien quand elles vous font l'attention? Non. Non? Je ne pouvais pas le voir, alors du coup, regardez, on a dit 14,7, regardez. Ouais. D'accord. Comme je ne peux pas le voir, je me dis, bah, il y a quelque chose qui ne va pas, elle ne peut pas me le dire, du coup, je ne sais pas. Ben oui, c'est sûr que ça doit vous inquiéter, en effet. Maintenant, c'est vrai que c'est mieux quand même de vous annoncer les chiffres. Maintenant, en effet, peut-être qu'elle ne sait pas non plus les lire. Donc, si elle apprend, il vaut mieux en effet qu'on lui explique et puis qu'après, comme ça, elle soit au clair avec vous, comme ça, vous aurez moins peur. Oui, mais j'ai peur aussi quand elle fait ma toilette. Pourquoi? Bah, regardez, il y a des trucs partout. C'est de ce matin, c'est tout ça. Ça, c'est de ce matin? Oui. Ah, oui. Elle est en effet. Et même quand elle me laisse au bord du lit, toute seule, et elle me dit des choses, elle va me chercher, et moi je suis là toute seule, et j'ai peur de tomber encore. Elle vous laisse toute seule au bord du lit? Oui. Parce qu'elle a oublié des choses pour faire la toilette, et du coup, bah, elle sort, et moi je suis là assise comme ça, je suis paniquée. Hein. Ben, vous devez avoir peur, sachant que vous êtes déjà tombée, c'est sûr que vous devez avoir peur. Bah oui, je suis pas rassurée du tout quand c'est elle. Elle oublie toujours tout. Et avec les autres, ça se passe bien? Oui, c'est que elle. Je sais pas pourquoi. Bon, après, vous n'avez peut-être pas d'affinité non plus avec elle. Oui, mais enfin, quand même, regardez. Bon, après, c'est vrai que oui, là, oubliez quand même la serviette de toilette sale le matin. Elle oublie son chariot, mais elle laisse tout sur mon lit. C'est vrai que c'est pas très correct. Hein. Surtout qu'en plus, là, ça va peut-être tremper un petit peu au pied. Bah oui, je pense qu'on va changer les draps aussi après. Oui. Bon. Donc, il n'y a qu'avec elle que ça se passe comme ça? Oui. D'accord. Puis même quand elle met le fauteuil, j'ai peur de tomber. Hein. Elle me tient pas bien, elle tremble un peu. Enfin... Elle tremble? Oui, enfin, j'ai peur, alors c'est vrai que c'est pas facile non plus. Mais... Donc vous devez peut-être vous crisper, et du coup elle a peut-être des difficultés à vous prendre et à vous installer sur le fauteuil, c'est peut-être ça, oui. Oui, mais même les barrières, elle me dit de les mettre. Quand elle repart, elle ne met pas la barrière? Non. Ça c'est un peu en effet dangereux, puisqu'elles ont été quand même testées par le médecin, donc c'est qu'elles ont leur utilité, et puis en plus si vous avez peur de tomber dans vos lits, c'est vrai que c'est quand même mieux de les mettre. Hein. Bah oui, je suis très stressée, j'ai peur de retomber encore. J'ai pas envie de rester là tout le temps, j'ai envie de rentrer chez moi quand même. Mais oui, c'est sûr. Bon, après, il faut aussi bien faire un peu votre peur, hein, savoir essayer d'appréhender un peu ça et peut-être faire des levées un peu plus
ben, c'est dans ces cas-là. Si quelqu'un d'autre peut s'occuper de vous le matin pour votre toilette et puis pour vous mettre au fauteuil. Oui, bien. Je sais que c'est pas le meilleur son. Ça, j'en conviens. Mais j'aimais l'interaction qui se passait entre les deux. On s'entend que c'est pas une patiente facile. Hein? Je pense qu'on peut y aller avec le fait que c'est une patiente qui a beaucoup de demandes. Vous arrivez un matin et vous avez une patiente comme ça, qui n'est pas contente de rien. Comment vous réagissez? Comment vous interprétez la situation? Comment vous avez trouvé la patiente? Comment vous avez trouvé l'infirmière? Oui, Carole. L'infirmière, j'ai pas tellement trouvé rassurante. Du sens que, ben oui, c'est vrai, c'est dangereux. Mais non, tu le dis pas, je sais pas, tu le montres, puis tu lui dis, ben non, tout est correct, je suis là, puis t'en parles après à ta collègue qui fait pas bien sa job, là, mais tu vas pas lui dire, tu vas pas se faire peur. Elle va se dire, my God, ok, genre n'importe qui s'occupe de moi, là, ça pourrait être genre ma soeur qui me fait à la place de madame. Je sais pas, moi je serais pas très rassurée de savoir qu'elle a fait des études et qu'elle n'est pas bien faire. Jessie? Peut-être que la patiente est demandante comme ça matin parce qu'elle est tannée, parce qu'elle a pas des bon service aussi. Puis ben l'infirmière, c'est comme Carole, elle ne devrait pas dire surtout à sa patiente comme dénigrer sa collègue devant elle. Elle ne devrait pas dire c'est vrai, c'est ça, elle a fait ça. Elle devrait juste comme écouter qu'est-ce que la patiente a dit, puis comme la rassurer, puis après ça, soit aller voir l'infirmière ou aller voir la chef. Raphaël? Ben, je sais pas, je suis pas tant d'accord. Là. Moi, mon infirmière, je veux qu'elle me dise la vérité. Puis si c'est dangereux ce que l'autre a fait, qu'elle me le dise, parce que je veux pas qu'elle le refasse, puis je vais le dire. Moi, tu me le dis, là. Puis, tu sais, la fille, elle sait que les dents sont supposées être élevées, elle est pas stupide, là. Elle sait que c'est dangereux s'ils sont baissés. Puis, si je te le demande, t'es mieux de me répondre, tu vas me dire de la merde. Sac à papier. C'est cute. Puis, je la trouve pas tant demandante. Elle a des craintes, puis elle fait part de ses craintes. Je pense que c'est ça le principe d'un patient. S'il y a quelque chose qui te fait peur, t'es supposé le dire. T'sais, elle a pas dit fais ci, fais ça, puis je veux ça de même. Elle a dit ce que c'est comme pas plus. Elle a dit ce qu'elle appréciait pas. C'est notre droit quand on est à l'hôpital. On a le droit d'être bien traité. Je trouve qu'en général, elle a assez des bons comportements parce qu'elle valide ce que la personne a dit à chaque fois. Fait que vous nous dites que mettons, vous êtes assis sur le bord de lit puis elle vous laisse. Fait que tu sais, elle a fait comme répéter puis elle valide l'information, être sûre qu'elle a bien compris. Je sais pas exactement ce qui serait bien ou mal de dire selon l'autre collègue. Je pense pas qu'elle porte un jugement, elle considère qu'est-ce que la patiente a dit. Je trouve qu'elle a quand même en général un bon comportement. Est-ce que tout le monde aurait réagi comme elle? Oui, Marie-Pierre? Mettons, là, l'infirmière, je trouve que c'est correct ce qu'elle dit, parce que, mettons, là, on se fait. Mettons, elle aurait dit, ah, ben là, c'est pas vrai, tu sais, elle apprend. C'est normal que c'est sa langue, je trouve de même. Peut-être que la patiente aurait réagi différemment, là. Elle n'a pas été contente. Ouais, mais tu sais, je trouve ça de sécurité. Fait que c'est bien qu'elle ait juste reconfirmé ce que la patiente disait pour. Je vois pas comment elle aurait pu réagir autrement que comme ça, là. Des fois, vous ne savez pas toujours ce que votre patient va avoir vécu. Vous ne savez pas nécessairement toujours ce qui s'est passé sur les corps avant vous. Puis des fois, ben, ça arrive qu'on peut servir de bouc émissaire, qu'on va arriver. On est la première personne que le patient voit le matin. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, mais il va vous attendre avec une brique et un fanal. L'important, c'est de ne pas rentrer là-dedans, de rester professionnel, d'essayer de ne pas accuser personne, d'essayer peut-être d'aller parler avec la personne directement. Mais des patients, des fois que vous allez arriver, qu'il s'est passé plein de choses, qui ont un trop-plein, qui ont des émotions, ça se peut que ce soit sur vous autres que ça se répercute le matin. De là, l'importance d'être professionnel jusqu'au bout des doigts, puis de bien maîtriser tout ce qui est communication et relation d'aide pour comprendre la problématique que vit le patient, puis d'essayer de passer des commentaires qui vont être le plus aidants possible sans nuire à notre équipe. C'est juste ça que je voulais vous faire voir. Je sais que le soin n'était pas magnifique, mais au moins, je trouve que la situation de vous montrer que c'est des cas qui peuvent vous arriver. Qu'est-ce que je peux faire, moi, ce matin-là? Ben,
respecter les valeurs professionnelles, respecter votre code de déontologie, puis essayer de faire le mieux possible tout en restant super professionnel. Merci. Bonne écoute. Bon appétit! Chloé, juste rester 30 secondes.